Ce cours de troisième année de sociologie s'intitule Temps sociaux et loisirs. Pour cette première séance, nous allons parler du loisir au singulier et du passage du loisir au singulier au loisir moderne au pluriel. En guise d'introduction, précisons les objectifs de ce cours. Il s'agit d'essayer de comprendre et d'expliquer comment le temps est devenu, dans le cadre des loisirs, une ressource rare faisant l'objet d'une exploitation économique. Pour ce faire, nous proposons d'entrer d'emblée dans le vif du sujet par le visionnage d'un film de 54 minutes intitulé « Le temps de cerveau disponible, le commerce de l'attention », qui porte sur la transformation d'un des médiums de loisirs les plus populaires, à savoir la télévision. Ce film date de 2002. Il est écrit par Christophe Nick, réalisé par Jean-Robert Vialet et produit par Yami 2. Dans ce reportage, les interventions d'un philosophe français, Bernard Stiegler, 1948-2020, sont particulièrement précieuses parce que éclairantes sur la façon dont fonctionne aujourd'hui cet objet cathodique. À la suite, il s'agira d'essayer d'expliquer le constat de ce film, à savoir qu'indépendamment de l'idée de machine pulsionnelle, le temps, dans le cadre des loisirs, est devenu une ressource rare qui fait l'objet d'une exploitation économique. Pour y répondre, donc, il s'agira d'articuler à la fois l'idée de loisirs au pluriel et de temps sociaux au pluriel. Aussi, nous ouvrirons alors 3 volets. Le premier volet, dont l'intitulé est le suivant, du loisir au singulier au loisir moderne au pluriel. Deuxième volet, mutation des temps sociaux. Et troisième volet, société numérique, économie de l'attention et ses différents régimes, l'exemple des jeux vidéo. Ce premier volet donc de ce cours s'organise autour de 2 parties. Une première partie qui se rapporte au visionnage du film susmentionné et une deuxième partie intitulée du loisir au singulier au loisir moderne au pluriel. Et dans cette deuxième partie, nous allons décliner plusieurs points. D'une part, une introduction, un premier point intitulé le loisir dans la Grèce antique, oisiveté et caste. Un deuxième point relatif au loisir dans les sociétés pré-industrielles, avec à la fois l'exemple de l'Angleterre et celui de la France. Un troisième point portant cette fois sur les loisirs dans les sociétés industrielles, avec là encore les mêmes exemples de l'Angleterre et de la France. Et enfin une conclusion avec, au terme de cette conclusion, des éléments de débat. Première partie donc, le temps de cerveau disponible, le commerce de l'attention. Avant de visionner le film en question, disons quelques mots en guise de présentation. Tout d'abord, précisons que ce film porte sur la transformation d'un des médiums de loisirs les plus populaires, on l'a dit, la télévision. Il invite en effet des chercheurs à réfléchir sur le sujet de la transformation de la télévision, devenue aujourd'hui une télévision de divertissement, laquelle s'appuie sur les pulsions animales de l'homme, qui ne sont pas tout à fait la même chose que le désir. Pour faire quoi ? Eh bien pour précisément retenir l'attention des téléspectateurs, soit leur temps d'attention disponible. Précisons encore, avant de visionner le film, précisons finalement l'inspiration de son titre, autour de 2 parties. Le temps de cerveau disponible d'une part. Voilà une expression qui a fait florès. En effet, elle est utilisée en 2004 par Patrick Lelay, à l'époque président-directeur général du groupe TF1. Et cette expression indique ce que la chaîne de télévision française vendrait à ses annonceurs. Et à l'époque, 2004, donc, Patrick Lelay poursuit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Autrement dit, voilà une ressource qui serait ce qu'une entreprise ou une marque chercherait à acquérir, du temps de cerveau disponible. Et le directeur général de cette chaîne de télévision française, finalement, emprunte cette expression, le commerce de l'attention.
Le commerce de l'attention, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça indique une certaine orientation de la vie économique, nommée ainsi depuis le début du XXIe siècle. Nous y reviendrons, mais donnons déjà une définition sommaire de ce que cela veut dire. Le commerce de l'attention signifie que nous aurions basculé dans un nouveau type d'économie qui place en son cœur précisément l'attention et le contrôle de l'attention, parce que l'attention serait devenue précisément une ressource rare dans un environnement économique dans lequel l'offre est abondante, et on sait que quand c'est abondant économiquement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Dans ce contexte donc, ce qui devient la ressource rare, et donc ce qui devient économiquement valorisé, eh bien c'est le temps et l'attention des consommateurs. Ainsi, dès que nous sommes attentifs à un objet, à un service de consommation, celui-là prend de la valeur économique. Mais précisément dans un contexte de surabondance de l'offre, notamment une surabondance en l'occurrence de contenu numérique, de contenu radiophonique, de contenu télévisuel, eh bien ces produits numériques sont la plupart du temps offerts à peu de frais, et c'est précisément l'attention qu'on leur accorde qui engendre précisément la valeur économique. Cela étant dit, nous pouvons, me semble-t-il, essayer de visionner ce film de façon assez active, c'est-à-dire en essayant de prendre des notes tout au long de ce film. Maintenant que nous avons visionné ce reportage, nous pouvons commencer à proposer une réflexion. En effet, pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés à produire ce type de loisir, ce type de divertissement, il nous faut articuler deux termes. Celui de loisir au pluriel et celui de temps sociaux, nous l'avons déjà dit. Or, ni l'un ni l'autre ne vont précisément de soi. C'est la raison pour laquelle nous proposons de faire une mise en perspective historique des loisirs maintenant, pour cerner précisément comment ces loisirs ont été créés et dans quel contexte socio-historique. Seconde partie, du loisir au loisir moderne. En guise d'introduction, nous pouvons nous donner d'emblée une définition des loisirs qui nous vient du fondateur de la sociologie des loisirs en France, nous y reviendrons plus tard, Joffre Dumasdier. Joffre Dumasdier publie en 1962 en effet un ouvrage marquant intitulé « Vers la civilisation des loisirs ». Et dans cet ouvrage, Joffre Dumasdier propose une définition des loisirs, laquelle stipule que le loisir est un ensemble d'occupations auxquelles l'individu peut s'adonner de son plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour développer son information ou sa formation désintéressée, sa participation sociale volontaire ou sa libre capacité créatrice après s'être dégagé de ses obligations professionnelles, familiales ou sociales. Cette définition a fait réagir très tôt d'autres auteurs, par exemple Paul Lyonnais. En effet, il ressort clairement de cette définition qu'une activité individuelle ou même collective ne saurait être a priori classée dans la catégorie du loisir en raison de son contenu. Ainsi, la pratique sportive, fait remarquer Paul Lyonnais, peut-elle être un travail ou un loisir selon que le sportif s'y adonne professionnellement ou non. Qui plus est, la pratique sportive professionnelle n'existe que parce qu'elle devient spectacle, souligne Paul Lyonnais. Elle n'existe que parce qu'elle est regardée par des individus durant précisément leur temps de loisir. Autrement dit, un même contenu peut donc être tout à la fois un temps obligatoire et un temps libre selon précisément la situation des acteurs au sein de la pratique sociale. Donc, fort de cette définition proposée par Joffre Dumasdier très tôt, nous pouvons avancer que les loisirs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont le résultat de changements économiques et sociaux issus de la période industrielle, et bien souvent, ils sont conçus comme une conséquence de l'activité de travail, nous y reviendrons un peu plus tard. Toujours est-il que les loisirs modernes supposeraient, ou supposent même, le travail. Par ailleurs, les loisirs ne sont pas la réserve de quelques-uns, mais concernent, peut-on dire, sans trop de nuances ici, l'ensemble de la population.
On parle ainsi de loisirs de masse rapportés à un grand nombre. Et ces loisirs s'inscrivent aujourd'hui dans la législation française comme un droit, puisqu'en effet, la loi du 29 juillet 1998 de la lutte contre les exclusions, et plus précisément l'article 140, énonce ceci: l'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté. Fin de citation de cet article. Pourtant, les loisirs n'ont pas toujours été conçus de cette manière et n'ont pas toujours concerné de façon massive les populations. Et c'est précisément une brève mise en perspective historique des loisirs qui permet de le démontrer. Premier point, le loisir dans la Grèce. Deuxième, en guise d'introduction, premier point, le loisir dans la Grèce antique, oisiveté et caste. Dans la Grèce antique, la relation travail-loisir est une relation dite d'exclusion. En effet, pour le citoyen grec, le travail était jugé dégradant et, à ce titre, réservé à la caste des esclaves, soit aux non-citoyens. Travail et loisir s'excluaient donc l'un l'autre d'une certaine manière. Ils faisaient partie de deux ordres différents, sans rapport, même si on se rend compte que c'est le travail des uns qui permettait le loisir des autres. Cette relation d'exclusion se retrouve d'ailleurs autant dans l'étymologie grecque que latine du mot loisir. En grec, en effet, le loisir se traduit par le terme skolé, qui signifie à la fois loisir et instruction. L'association de ces deux termes, loisir et instruction, donne au loisir une connotation élitaire et suppose que le loisir va de pair avec l'élévation du niveau culturel. Cette connotation sépare ainsi certains loisirs socialement valorisés, d'autres qui le seraient moins. Le terme ascolé définit le travail, entendu comme état de servitude. En latin, chez les Romains donc, c'est le terme otium qui est utilisé et qui s'oppose au terme negotium. Plus précisément, l'otium est synonyme de loisir, de repos loin des affaires de la cité, des affaires de la politique. C'est donc un repos honorable et qui traduit l'idée de retraite des affaires. Il est aussi synonyme d'inaction, d'oisiveté, de loisir studieux, de paix, de calme et de tranquillité. Il renvoie donc à l'idée de oisiveté qu'un temps disponible rend possible, ainsi qu'à des activités choisies. L'otium s'oppose à négocium qui veut dire occupation, travail, affaires causant de la peine, du souci, de l'embarras, bref, qui désigne les activités de la vie de la cité, les affaires, les tâches en somme du forum. Ainsi, le terme otium est souvent associé à un autre terme, celui de recreatio, qui lui signifie rétablissement. Dans tous les cas, dans la Grèce antique, le loisir, skolé, rapporté à l'oisiveté, entretient donc une relation d'exclusion avec le travail et, ce faisant, implique, pour en jouir, d'appartenir précisément à une certaine caste, en l'occurrence celle du citoyen grec de sexe masculin. Le citoyen grec appartient à une caste supérieure et ses activités ne sont pas celles du travail. Le travail est associé à l'idée de labeur, de pénibilité et est donc réservé aux esclaves, aux non-citoyens. Donc, le citoyen grec appartient à cette caste supérieure et ses activités ne sont pas celles du travail, mais celles nommées, on l'a dit, de négocium, les affaires de la cité, la politique, la guerre, la religion, les arts, les lettres. Il y a donc une différenciation et une hiérarchisation des activités humaines dans la Grèce antique qui dessine une dualité entre deux castes, les citoyens libres et les esclaves. Aux citoyens libres sont donc réservés et exclusivement réservés le loisir, l'oisiveté, l'otium. Cette répartition des activités humaines repose aussi sur une certaine conception du monde. En effet, dans sa politique, Aristote considère le travail comme avilissant et le lot des esclaves.
Ceci s'explique par une conception précisément du monde qui est spécifique, associée au cosmos, c'est-à-dire à un ordre universel des êtres et des choses qui s'offre à l'homme comme un donné. Ainsi, l'idéal de vie proposé était la connaissance contemplative de ce monde, de ce cosmos, sans prendre en considération que cet ordre comportait aussi ses parts de vicissitudes, les intempéries, les maladies, etc. L'idée d'une action de l'homme sur son environnement naturel était perçue comme une triste nécessité et s'en occuper, donc s'occuper des choses vulgaires, était donc attribuée aux groupes sociaux considérés comme des sous-produits de l'espèce humaine, en l'occurrence les esclaves et parfois aussi les femmes. Ainsi, parce que le monde, le cosmos, l'ordre naturel est conçu comme s'imposant à l'homme, une sorte de déterminisme insurmontable face auquel il faut céder, et si on ne peut composer avec lui, la façon de répondre à la nécessité de reproduire la vie sociale a été précisément une division stricte des tâches telle que nous l'avons sommairement décrite. Mais cette répartition des activités humaines exprime aussi une autre idée, celle d'une dichotomie entre des activités qui relèveraient de l'esprit, en somme des activités intellectuelles, et des activités qui seraient manuelles, des activités de la main. Et cette dichotomie, finalement, trouve une formalisation tout à fait arrêtée au Moyen-Âge. À cette période, donc au Moyen-Âge, prédomine précisément une représentation sociale des activités humaines qui renvoie à une division binaire entre des activités dites libérales et les activités dites manuelles, nommées par deux statuts radicalement distincts que sont d'une part les arts libéraux, c'est-à-dire le savoir encyclopédique, les disciplines intellectuelles fondamentales qui sont réparties en deux catégories, nommées d'une part trivium, qui abrite grammaire, dialectique et rhétorique, et d'autre part quadrivium, qui abrite arithmétique, géométrie, astronomie, musique. Et de l'autre côté, les arts, cette fois non plus libéraux mais mécaniques, c'est-à-dire toutes les activités qui requièrent l'usage de la main. Des appréciations morales sont associées à ces deux types d'activités, puisqu'aux activités mécaniques sont associés des qualificatifs d'avare, de mesquin, de pauvre, tandis que des attributs de générosité qualifient les activités didactiques. Cette opposition entre mécanique et libéral sert entre autres de classement hiérarchique et de jugement éthique entre les différentes activités humaines. Deuxième point, le loisir dans les sociétés pré-industrielles. Dans ces sociétés, nous retrouvons le même clivage que dans la Grèce antique, puisqu'il existe une caste oisive qui dépense son temps à loisir, en l'occurrence l'aristocratie, et le reste de la population qui est vouée au travail et qui désigne ou qui renvoie au serf avec un S. Nous nous intéresserons essentiellement à l'Angleterre et à la France. L'Angleterre parce qu'elle connaît d'abord la révolution industrielle, les historiens la datent vers les années 1780, et début du 19e pour la France. Ainsi, parce que l'Angleterre connaît la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, dont les impacts et les conséquences sur les autres sociétés occidentales modernes sont indéniables, elle est considérée, d'un point de vue historique, comme un véritable laboratoire des loisirs modernes. Et la France, parce que, de son côté, elle connote moralement le loisir. Premier sous-point de ce deuxième point, l'Angleterre avant la révolution industrielle. À l'époque, en Angleterre, la réputation des classes supérieures est de jouir d'oisiveté, alors que l'oisiveté livre les catégories sociales les plus modestes à la débauche. Pour la haute société, le loisir est rapporté à l'oisiveté qu'un temps disponible permet, c'est-à-dire un temps libre est la récompense et le privilège d'une naissance noble. Et l'absence de loisir est à l'inverse un signe de pauvreté qui traduit aussi une mentalité dite méprisable. Le loisir permet la culture du corps et de l'esprit, favorise la liberté et la grandeur chère à Aristote, autrement dit, est synonyme d'otium.
Il est impensable à l'époque en Angleterre que les travailleurs pauvres puissent accéder à ce loisir, ce qui ne veut pas dire que ces derniers n'ont pas leur propre divertissement. La société traditionnelle, en effet, leur accordait des moments de détente à travers les jeux dans les villages, les festivités, les foires. À cette époque, donc, seule l'élite britannique dispose d'un temps libre. Ses activités sont traditionnelles et sédentaires, ses représentants s'adonnent à la chasse dans les gigantesques propriétés familiales luxueuses à la campagne, sont ainsi alliés propriété privée à la campagne, loisirs aristocratiques et lieux de divertissement. Progressivement, la ville anglaise devient aussi un lieu de consommation et d'agrément, où les riches peuvent se montrer par exemple au théâtre, au bal. La ville de loisirs est ainsi en train de naître. Et dans le même temps, la villégiature en bord de mer, la pratique du fameux grand tour, de l'excursion, deviennent aussi des pratiques prestigieuses. Et ici se lie dans ces pratiques l'alliance de deux notions déjà citées, celle d'otium et de récréatio, c'est-à-dire d'oisiveté, et de rétablissement. L'aristocratie et la gentrée, c'est-à-dire la classe moyenne britannique, mènent le jeu d'une certaine manière. Ces catégories, ou les représentants de ces catégories sociales, s'appuient sur le prestige des membres de la famille royale, et à travers ces pratiques, on peut lire de véritables stratégies de distinction sociale qui passent précisément par le loisir. Et en effet, pour asseoir leur influence de façon durable, la simple force des armes, c'est-à-dire le monopole de la guerre de l'aristocratie, ne suffit plus à l'époque. Il faut désormais exercer une hégémonie culturelle. Les classes possédantes vont donc mener avec ostentation une vie agréable, susciter l'envie et l'émulation. Elles vont constituer ce que l'américain Thorstein Veblen nommera plus tard une classe de loisirs, c'est-à-dire une élite qui affiche sa consommation de biens rares précisément pour que les autres le voient, pour qu'il affiche le goût de la prodigalité, pour montrer en somme ses dispositions à jouir, pourrait-on dire, du superflu. Les pratiques de loisirs de cette aristocratie deviennent ainsi un véritable style de vie consacré au temps libre. L'otium, pour cette aristocratie, est tenu en haute estime et ne recoupe donc pas du tout le mépris des puritains pour le plaisir et le bonheur. Outre une lecture de ces pratiques en termes de distinction sociale, comme nous invite à le faire Thorstein Veblen, on décèle aussi derrière ces pratiques élitaires une idée très contemporaine, celle du ressourcement périodique de l'individu, l'idée de partir pour renaître à sa santé, à son corps, à son identité. Plus largement donc, cette idée indique surtout, pour certains auteurs en tous les cas, une véritable individualisation du temps libre. Deuxième sous-point, la France avant la révolution industrielle. En France, à cette période, le rapport au loisir est très ambigu. En effet, jusque la moitié du XIXe siècle, c'est l'idée d'otium qui prédomine. Autrement dit, le loisir est associé à un temps disponible et à des activités choisies. Donc l'otium prédomine jusque la moitié du XIXe siècle en France, et pour l'élite, le loisir est rapporté précisément à la disponibilité considérée comme indispensable à l'épanouissement de l'individu. Au sein des élites, donc, le loisir est associé à l'otium qui est valorisé. Ainsi, la disponibilité de temps reste un véritable marqueur social dans la mesure où il fonde le prestige social de ceux qui maîtrisent leur temps de vie. Mais en même temps, et c'est ici que se construit l'ambiguïté, dans le même temps, l'oisiveté dans cette société française d'avant la révolution industrielle, elle est aussi rejetée puisque l'Église, qui fonctionne comme véritable institution sociale et morale à l'époque, eh bien l'Église condamne l'oisiveté, condamne la paresse, laquelle fait partie du reste des fameux 7 péchés capitaux. Et on peut ajouter à cela que dans ce rejet de l'oisiveté, le désœuvrement, la rêverie sont vraiment des marques du démon. La débauche est associée à l'oisiveté, et même la médecine souligne les risques de l'ennui et du spleen, qui est à l'époque au fond la maladie des rentiers. Et ici, ça nous ramène à une littérature connue
hein, du fait de notre culture générale, par exemple les lectures des poèmes de Baudelaire. Parallèlement encore, prédomine dans cette France d'avant la révolution industrielle la pensée des philosophes des Lumières, et qui, elle, impose la valorisation de l'activité, impose l'idée, ou en tous les cas valorise l'idée de travail productif, méprise l'oisiveté, et valorise l'effort, le mérite, considérant que chacun doit faire ses preuves et tenter, en somme, de modeler son avenir. Ainsi, c'est l'ensemble de ces influences qui font dire aux historiens que le loisir en France à cette période reste particulièrement ambigu et complexe. Troisième point, les loisirs dans les sociétés industrielles. Avec la révolution industrielle, le rapport au temps est profondément modifié et va désormais se compter, se calculer, se prévoir, se perdre et se gagner. Les loisirs modernes naissent de cette mutation du rapport au temps et d'une modification des temps sociaux. En effet, à la lecture de l'ouvrage dirigé par Alain Corbin intitulé « L'avènement des loisirs » et publié en 1995, on comprend qu'au début du XIXe siècle, le temps du paysan, le temps de l'artisan, le temps de l'ouvrier sont au fond des temps, pourrait-on dire, poreux, c'est-à-dire des temps constitués d'imprévus qui sont susceptibles de s'interrompre du fait d'aléas ou de pratiques même récréatives. Par exemple, on travaille dans les champs et en même temps on peut s'arrêter pour faire une course puis reprendre le labeur. De même, en ville, le travailleur en bâtiment parisien, par exemple, s'en va régulièrement boire chopine. Par ailleurs, l'importance du travail à domicile rend difficile la distinction entre le labeur, la vie familiale et les activités ménagères. Il n'y a donc pas, à l'époque, de distinction nette entre le temps de travail et le temps de non-travail. Les deux catégories s'interpénètrent. Ce temps, souple, relativement lent, malléable, occupé par des activités mal déterminées, va progressivement être remplacé par un autre temps, c'est-à-dire un temps bien plus ordonné. Le travail à la tâche cède progressivement le pas à un temps occupé par une tâche. Le fossé se creuse dès que se sépare l'intérieur du foyer domestique et le lieu de travail, effectivement. La semaine se partage de plus en plus consciemment entre un temps pour soi et un temps destiné au patron. La journée est de plus en plus découpée en séquences d'activités qui viennent précisément briser l'harmonie des rythmes antérieurs. Simultanément, ce temps ordonné, qui découle de la durée d'une journée en séquences différenciées selon l'activité, devient aussi un temps calculé, prévu, sujet à l'efficacité de la productivité, un temps qui peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, perdu, rattrapé, gaspillé, gagné. Il s'agit en somme de l'exigence, de l'exactitude qui déborde largement le domaine de l'usine, de la manufacture, de l'atelier. Progressivement, c'est bien toute la société occidentale qui est soumise à ce temps mesuré. Par quoi ? Eh bien par l'horloge. Dans les usines, en effet, c'est la discipline de l'horaire qui s'installe. C'est le temps chronométré qui va s'imposer. Et progressivement aussi, ce temps chronométré va être intériorisé par les uns et par les autres, et progressivement, on va voir les lenteurs se retirer. À cela s'ajoute le besoin de plus en plus croissant d'exactitude. Autrement dit, le XIXe siècle en France est celui de l'accélération des rythmes que symbolise bien la vitesse et son augmentation, par exemple à travers les transports. Le rapport à l'espace va à cette période être complètement transformé du fait des trains, du fait des voitures, etc. Ainsi, temps chronométré, retrait des lenteurs, besoin d'exactitude, vitesse, participent à modifier les attitudes à l'égard du temps, et l'une des conséquences de cela est que le travailleur ne sait plus vraiment produire son propre temps par lui-même. C'est ce temps calculé, mesuré, linéaire en somme, qui est à la source d'une revendication, celle d'un temps pour soi, dont la grasse matinée, la pêche par exemple, sont des moments emblématiques. Or, ce désir de temps vide a paradoxalement créé un autre temps précisément, celui du loisir
et de la distraction qui, à son tour, va être prévue, organisée, remplie et fondée sur de nouvelles valeurs. On comprend donc que les loisirs modernes sont issus d'une modification des temps sociaux eux-mêmes générés par un mouvement plus général, celui précisément de la Révolution française. Déclinons donc plus précisément maintenant ce qu'il en est de ces loisirs modernes en Angleterre et en France, donc en nous appuyant sur une référence connue, celle de Gilles Pronovost, qui est professeur de sociologie à l'université de Québec les Trois-Rivières, à partir d'un ouvrage qu'il publie en 1983, intitulé « Temps, culture et société, essai sur le processus de formation du loisir et des sciences du loisir dans les sociétés occidentales ». Premier sous-point, en Angleterre après la révolution industrielle. En Angleterre, entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, le loisir a été redéfini à partir de 3 mouvements. Premièrement, une modification radicale du système du travail qui génère une restructuration du rythme et du temps des milieux populaires et fait émerger une nouvelle division des temps sociaux. Deuxièmement, une préoccupation pour l'amélioration des conditions de vie des pauvres portée par des volontés d'éducation, de normalisation, d'organisation de loisirs sains et formateurs. Et troisièmement, la formation des villes industrielles qui favorise de nouveaux types de rapports sociaux, permettant ainsi de parler d'une véritable culture urbaine nouvelle. Mais c'est la seconde moitié du XIXe siècle qui manifestement marque un tournant dans l'histoire du loisir britannique du fait de 2 phénomènes majeurs. D'une part, l'institutionnalisation du loisir et d'autre part, l'émergence de la culture de masse. Concernant l'institutionnalisation du loisir, on relève le début d'une baisse effective du temps de travail, une amélioration progressive des conditions de travail et surtout une conscience collective acquise à une nécessité de plus de temps disponible pour le loisir, mais un loisir pour servir autre chose que lui-même, c'est-à-dire un loisir qui soit au service de l'éducation et de la santé. C'est donc à une conception du loisir dite rationnelle que l'on a affaire ici, détachée donc d'une dévalorisation due à l'idée d'oisiveté, mais rattachée à l'idée que le loisir doit être gagné, mérité précisément par une vie de travail. Cette conception du loisir va prendre corps dans de nouvelles institutions, telles que les clubs ouvriers par exemple, ou encore les clubs sportifs. Concernant l'émergence de la culture de masse, celle-ci se relève à partir du développement du music hall, c'est-à-dire qu'il y a un genre de spectacle qui apparaît précisément avec l'urbanisation, et le music hall est considéré comme le prototype de l'industrie moderne du loisir. Autant dire que cette période développe de nouveaux modes de vie où le loisir et ses nouvelles formes d'expression ne sont plus les effets ou les conséquences d'une industrialisation et d'une urbanisation, mais elles en sont véritablement partie prenante. Deuxième sous-point, en France après la révolution industrielle. En France, 4 idées principales caractérisent le loisir du XIXe siècle au début du XXe siècle. D'une part, des glissements de sens du loisir, d'autre part, la négation des loisirs, puis la réduction du temps de travail, et enfin le mouvement d'éducation populaire. Disons quelques mots sur chacune de ces 4 idées. Concernant le sens du loisir, la première moitié du XIXe siècle en France fait sienne un modèle de loisir hérité de l'antique loisir cultivé ou studieux, c'est-à-dire l'otium, qui associe donc temps disponible et activité choisie, consentie. Mais à partir de cette moitié de siècle, ce modèle entre en concurrence avec un autre, celui de précisément l'activité ostentatoire, celle qui se donne à voir dans les palaces, sur les paquebots, et qui révèle de nouveaux usages du temps, c'est-à-dire cette fois non plus un loisir cultivé associé à l'otium, mais un loisir ostentatoire.
Au milieu du XIXe siècle, le loisir est le temps qui reste disponible après les occupations. Et à la fin du siècle, le loisir est l'ensemble des occupations auxquelles on se livre de son plein gré durant le temps où on n'est pas pris par le travail ordinaire. En d'autres termes, on passe d'une disponibilité temporelle à une gamme de distractions. En somme, on passe du loisir au singulier au loisir au pluriel. Concernant la négation du loisir, le travail devient la valeur centrale du système social en France et donne naissance à une véritable morale du travail, associée à l'idée de rigueur qui s'impose comme un véritable devoir moral. Le loisir est alors critiqué à la fois d'un point de vue économique et moral. En effet, dans cette société du XIXe siècle, toute l'économie est orientée vers l'idée d'accumulation de richesses et donc centrée sur l'épargne destinée à fortifier un capitalisme naissant. C'est une société de production où le loisir est réprouvé parce qu'il est appréhendé comme précisément improductif. Mais le loisir est aussi critiqué d'un point de vue moral. En effet, il est considéré comme prédisposant à un relâchement des mœurs, à des comportements déviants par rapport à une morale du travail. Y compris des penseurs de l'époque tels Saint-Simon, philosophe économiste 1760-1825, Saint-Simon qui condamne les loisirs et a une conception très économiste de la société. Ce penseur ne prescrit pas les loisirs au nom de la morale, mais au nom du rationalisme économique de la société capitaliste naissante. Et de ce point de vue, l'oisiveté est conçue comme un véritable crime contre la société capitaliste naissante. Pour Saint-Simon, en effet, seul le développement des forces économiques productives a une chance de créer les bases d'une société égalitaire. Pour assurer ce développement, il faut, selon lui, soustraire la production à la consommation immédiate, c'est-à-dire faire de l'épargne, permettant de nouveaux investissements productifs, eux-mêmes générateurs d'une richesse suffisante pour qu'un partage équitable soit possible. Concernant la réduction du temps de travail, comme en Angleterre, la révolution industrielle génère en France des luttes sociales concernant le temps de travail et le temps hors travail. Ici, 3 périodes sont à distinguer. La première période renvoie à la première moitié du XIXe siècle, qui marque le début de l'industrialisation, la naissance du socialisme utopique et les premières manifestations ouvrières. La deuxième période est celle de 1848, qui va jusqu'à la décennie 1870 et qui est marquée par la concentration capitaliste, l'essor des grandes industries et du mouvement ouvrier proprement dit. Et à partir des années 1870, s'ouvre une période de véritable législation en matière d'amélioration des conditions de travail et d'éducation sous ou avec le mouvement d'éducation populaire. Sans entrer dans le détail de chacune de ces périodes, on retiendra que c'est dans ce contexte que se constitue le loisir moderne en France, lequel s'apparente à une longue conquête sur le temps de la part de la classe ouvrière. Enfin, le mouvement d'éducation populaire. Le mouvement d'éducation populaire vise à encadrer le temps libre des populations pauvres. D'une manière générale, ce mouvement se rapporte à la fois à un état d'esprit issu de la Révolution française, à un ensemble de lois et à des courants de pensée différents. Essayons de développer rapidement ces 3 idées. Un état d'esprit. En effet, l'éducation populaire se fait le chantre de l'instruction, de l'éducation, de l'idée que la connaissance et de l'usage de la raison permettent d'améliorer les institutions, les rapports sociaux, la législation, et l'éducation, donc, relaie de façon sous-jacente les notions de progrès, de civilisation, d'homme cultivé, instruit, contraire de l'homme vulgaire, de facultés intellectuelles qui contribuent donc au perfectionnement général de l'espèce humaine. Ce sont donc plus précisément les influences en somme des encyclopédistes de l'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est les représentants de ce mouvement de l'éducation populaire finalement reprennent à leur compte le rapport de Condorcet de 1792, qui est considéré comme le premier projet
pédagogique, éducatif d'ensemble, puisqu'il prévoit de dispenser une éducation pour tous, à tous les âges, pour tous les individus, quelle que soit leur appartenance sociale. L'éducation populaire en France fait donc référence à l'idée de démocratie et à une conception laïque de l'ordre social. C'est la défense de la République contre l'ordre religieux. L'ensemble de ces idées et de ce projet porté par l'éducation populaire se justifie par plusieurs constats. L'essor des sciences et techniques, l'avènement de la société industrielle, le mouvement d'idées de libération de l'homme, le changement dans les modes de vie et le développement d'une conscience populaire. La date de 1830 est marquante de cet état d'esprit parce qu'elle inscrit dans la législation l'obligation aux communes de posséder une école publique. On voit aussi les premières bibliothèques populaires s'établir et des philanthropes s'organiser pour proposer des cours du soir à l'adresse des adultes. Ainsi, à cette époque, c'est toute une littérature populaire qui va se développer autour de périodiques, d'encyclopédies, de romans, etc. Venons-en aux lois qu'on évoquait tout à l'heure. On a cité tout à l'heure la date de 1830, mais on peut en citer d'autres. Par exemple, la loi sur la gratuité de l'école, 1881, la création de la Ligue de l'enseignement secondaire, 1886, ou encore la loi sur les associations en 1901. Quant aux courants de pensée différents, on peut dire que le mouvement d'éducation populaire en France fait effectivement l'objet de différents courants confessionnels et laïques qui s'exprimeront essentiellement au sein des associations et des syndicats. Ces associations, grandes fédérations nationales, sont ainsi étroitement liées soit à l'Église, soit aux principaux partis politiques, lesquels se disputent sinon le contrôle, du moins l'influence sur une partie de la jeunesse. Par exemple, on peut citer comme grande fédération nationale la Fédération Léo-Lagrange. Tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, la conception du loisir en France passe d'une négation du loisir à une acception du loisir, permettant de contrer les effets négatifs de l'industrialisation et de contribuer au développement social, culturel et moral de la nation. En guise de conclusion et au regard des informations énoncées, nous pouvons avancer que les loisirs modernes sont issus de la révolution industrielle. En effet, l'avènement des loisirs modernes est étroitement lié à la diminution des heures de travail et aux changements techniques et technologiques. Autrement dit, s'il fallait lister les facteurs socio-historiques qui ont participé à l'avènement des loisirs modernes, on peut, selon Gilles Pronovost, avancer 7 facteurs. Premier facteur, le temps. Le temps comme étant devenu un enjeu majeur de ce XIXe siècle et aussi plus tard, à savoir celui de la maîtrise de son temps et du pouvoir sur le temps. Le temps est donc devenu un enjeu social pour au moins 2 raisons. Il est devenu une dimension importante de la culture des sociétés modernes, une valeur économique et sociale. Deuxième raison, il s'est institutionnalisé sous la forme de multiples temps sociaux structurés selon les lieux, les groupes sociaux, les activités culturelles et le travail lui-même. Deuxième facteur socio-historique selon Gilles Pronovost, la culture ouvrière. Selon lui, la culture ouvrière s'est constituée sur des mouvements de revendication économique, sociale et culturelle. C'est le mouvement ouvrier qui s'est le plus clairement inscrit dans des revendications relatives au temps libre selon l'auteur. Des nuances pour autant quand on regarde l'histoire des historiens d'un peu plus près, notamment les travaux de l'historienne française Michèle Perrault, que je vous invite à lire. Elle publie en 1974 un ouvrage intitulé « Les ouvriers en grève » et montre que si la réglementation et la réduction du temps de travail figurent en effet parmi les revendications ouvrières depuis les années 1830 dans la plupart des nations industrielles, elles n'y ont pas toujours occupé une place prépondérante. En effet, accueilli favorablement du point de vue de l'amélioration des conditions de vie du travailleur et de sa famille, la diminution du temps de travail peut aussi entrer en contradiction avec une autre priorité, celle donnée aux revendications salariales. Il n'en reste pas moins que c'est à cette période du XIXe siècle que s'est constituée une véritable culture ouvrière, caractérisée entre autres par
une conception instrumentale du travail, une conception de la culture, du divertissement, avec le music-hall en Angleterre, mais avec lequel on sait prendre ses distances et dans laquelle on ne s'engage jamais tout à fait. Et enfin, une sorte de centralité axée sur le mode de vie familial, soit une sorte de privatisation des rapports sociaux. Troisième facteur socio-historique, selon Gilles Pronovost, qui a participé à l'avènement des loisirs modernes, c'est celui des industries culturelles et de la consommation de masse. Les industries du divertissement se sont très tôt implantées dans le contexte de l'industrialisation. Les loisirs sont devenus tributaires des rapports de production spécifiques aux sociétés industrielles. La disponibilité gagnée sur le temps de travail a été mise à profit par le système de production industrielle. Exemple donné par Pronovost, la presse à grand tirage, le cinéma, la radio constituent des agents économiques importants. Donc, selon lui, très tôt, les loisirs ont été saisis par des critères de rationalisation économique. Quant à la consommation de masse, encore nommée culture de masse, qui reste quand même une expression très ambiguë qui mériterait de nombreux éclaircissements, eh bien cette consommation de masse, cette culture de masse, est née non du mouvement de l'éducation populaire, ni même du mouvement des intellectuels relatifs à la création, mais la culture de masse, la consommation de masse, a été créée par l'univers marchand des sociétés industrielles. On peut se donner des définitions peut-être sommaires pour y voir un peu plus clair. Par exemple, industrie culturelle. En économie, industrie culturelle, ça désigne l'ensemble des entreprises qui produisent, selon des méthodes industrielles, des biens dont l'essentiel de la valeur tient dans leur contenu symbolique. Ça renvoie à des livres, à la musique, au cinéma, à la télévision, à la radio, au tourisme, etc. En philosophie cette fois et en sociologie de la culture, la notion d'industrie culturelle eh bien finalement a été critiquée par des auteurs relatifs à l'école de Francfort, des philosophes tels Théodore Adorno ou encore Max Horkheimer, qui ont critiqué cette industrie des biens symboliques. Pour aller plus loin, on peut lire l'article de François Mérès et de Fabrice, ou pas l'article mais le chapitre de François Mérès et de Fabrice Rochelandais sur les industries culturelles, définition et organisation, qui est donc publié dans l'ouvrage Économie des arts et de la culture, publié en 2015. Concernant la consommation de masse, on peut dire que c'est un terme qui désigne, ou une expression, qui désigne le fait que la grande majorité des consommateurs disposent d'un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter des biens et des services en quantité importante, dépassant largement la seule satisfaction des besoins vitaux. Et pour que ce soit possible, ça suppose un mode de production de masse et aussi une solvabilité des consommateurs. C'est-à-dire il faut que les consommateurs aient de l'argent qu'ils obtiennent d'une certaine manière, soit par revenu, soit par héritage, mais soit aussi et surtout dans la société industrielle, par crédit. La société industrielle a inventé le crédit pour faire quoi ? Précisément pour permettre de consommer et pour consommer en masse. Alors pour aller plus loin sur le sujet, on peut se référer au travail de Jean-Claude Daumas, daté de 2006, qui est un article publié dans une revue d'histoire, qui s'appelle 20e siècle, et le titre de l'article est le suivant: Consommation de masse et grande distribution, une révolution permanente. Quatrième facteur socio-historique de l'avènement des loisirs selon Gilles Pronovost, la culture urbaine. L'industrialisation, en effet, engendre des déplacements et des regroupements de population, de sorte que les loisirs modernes sont aussi tributaires de la consolidation des espaces urbains, qui génèrent à leur tour des changements dans les modes de vie et dans les modes d'appropriation et de diffusion de la culture et des loisirs. Cinquième facteur, le pouvoir politique. Et en effet, sans lui, il n'y aurait pas eu de législation sur le temps de travail, et donc le pouvoir politique est incontournable. Sixième facteur, les idéologies relatives aux loisirs, et effectivement, comme l'indique Gilles Pronovost, selon les périodes, leur contenu varie, mais à chaque fois,
on peut observer deux tendances. Première tendance, qui tend à faire valoir la promotion d'un système de valeurs propre aux loisirs, et l'autre tendance qui tend à promouvoir les loisirs à des fins autres que lui-même, par exemple la santé, l'éducation. Enfin, septième facteur, selon Pronovo, institutions et associations, puisque effectivement le développement des loisirs est caractérisé par celui des associations, par celui des bénévoles, par celui d'organisations sociales de toute dimension relative aux loisirs. Et généralement, elles ont été le fait d'intellectuels. On ne saurait conclure sans citer les travaux de Roger Soux, sociologue français spécialiste des loisirs, qui en 1988 publie un ouvrage intitulé « Le loisir ». Dans cet ouvrage, il se propose de décliner les différentes caractéristiques des loisirs modernes. Il en décline 3 types de caractéristiques: matérielles, sociales et institutionnelles. Disons quelques mots sur chacune de ces caractéristiques. Les caractéristiques matérielles renvoient à l'idée de la conquête d'un temps disponible et homogène. Disponible, c'est-à-dire en effet qu'il a fallu qu'un temps soit dégagé des activités de production, mais aussi de la satisfaction des besoins physiologiques et des diverses obligations par ailleurs, pour que le loisir puisse apparaître. Un temps non seulement disponible, mais aussi homogène, c'est-à-dire que les loisirs n'auraient pas pu se développer sur 1 heure de temps disponible, par exemple. C'est la possibilité donc de disposer d'une journée entière, puis du week-end, puis des congés payés, qui a permis précisément l'essor des loisirs. D'autre part, des caractéristiques sociales, c'est-à-dire, pour Roger Soux, la généralisation des loisirs à l'ensemble de la population. Si l'extension du temps libre est une condition nécessaire au développement des loisirs modernes, la généralisation des loisirs à l'ensemble de la population est encore plus fondamentale. C'est-à-dire, s'il n'avait pas concerné toutes les catégories de la population, les loisirs modernes n'auraient jamais vu le jour. Autrement dit, désormais, les loisirs ne sont plus le privilège de quelques-uns. Ici, il s'agirait quand même de nuancer le propos. Enfin, des caractéristiques institutionnelles, soit pour Roger Soux, la reconnaissance institutionnelle des loisirs. Quand les loisirs ne concernaient qu'une minorité de privilégiés, eh bien, la population s'arrangeait elle-même pour organiser ses propres loisirs. Mais la généralisation du loisir, sorte de démocratisation du loisir, n'aurait pas été possible sans la reconnaissance institutionnelle par l'État d'un droit au loisir, non seulement en légiférant en faveur d'une limitation du temps de travail, mais aussi par la création d'organismes chargés d'impulser et d'aider les initiatives en faveur du loisir. À ce titre, la date de 1936 est marquante puisqu'elle signe la réglementation sur les congés payés en France et marque donc une sorte d'acte de naissance d'une véritable politique coordonnée en matière de loisirs. On voit en effet pour la première fois, en 1936, la création d'un secrétariat d'État chargé des sports et des loisirs. L'État n'est pas le seul à intervenir, puisqu'on compte aussi des comités d'entreprise qui vont s'y mettre également pour faciliter les loisirs, mais aussi les municipalités qui, elles, vont mettre en place des équipements de loisirs. Par exemple, la ville de Rennes en est une bonne illustration autour de ces équipements de quartier. Ajoutons enfin la dimension économique, c'est-à-dire l'industrialisation des loisirs. On peut faire remarquer en effet que les loisirs modernes sont issus de la révolution industrielle par réaction aux méfaits, aux abus de ce mode de production, et d'autre part que ce nouveau mode de production a très vite intégré les activités de loisirs pour générer à la fois du capital et de l'activité.